En août 2022, l'Inde célébrait le 75e anniversaire de son indépendance. L'Inde, c'est 1,410 milliard d'habitants, soit quasiment autant que la Chine qui en compte 1,420 milliard. Ensemble, elles pèsent 40% de la population mondiale. En plus, la population indienne augmente beaucoup plus vite que celle de la Chine, donc on est quasiment certain qu'en 2023, la population indienne va dépasser celle de la Chine. Donc en gros, une personne sur 5 sur Terre est indienne et l'autre chinoise. C'est évident que l'Inde va devenir beaucoup plus importante sur la scène politique internationale. Mais l'Inde, c'est aussi un trésor culturel. On y recense pas moins de 144 langues différentes. D'ailleurs, la constitution indienne reconnaît 22 d'entre elles comme les langues officielles du pays. Un pays avec 22 langues officielles, rendez-vous compte. Et pourtant, le pays est l'un des plus pauvres et inégalitaires du monde. Mais un vent de fraîcheur semble souffler sur le sous-continent. L'Inde a du potentiel, mais est-ce qu'elle arrivera à répliquer le miracle chinois? Bouge pas, on t'explique. Un pays diesel, lent au démarrage. En Inde, en seulement 20 ans, on a vu le taux de pauvreté extrême s'effondrer, moins 90%. La Banque mondiale estime que désormais, seuls 2% de la population est concernée. Bon, mais pourquoi le développement de l'Inde a 50 ans de retard sur la Chine? Qu'est-ce qui s'est passé pour que les trajectoires de ces deux pays soient si différentes? Quand l'Inde a conquis son indépendance en 1947, grâce à la méthode de la résistance non violente de Gandhi, son revenu par habitant pesait à peine 18% du revenu par habitant moyen dans le monde. 75 ans plus tard, ce taux n'a pas changé. En gros, en presque 8 décennies, le pays n'a réalisé aucun progrès en termes de réduction d'écart de pauvreté avec les pays les plus développés. Je vous laisse imaginer les conséquences. D'après une enquête de 2020 sur la situation des ménages, seuls 9,5% de la population ont un ordinateur à la maison, 18,6% un lave-linge et seuls 8% possèdent une voiture. C'est évident que le pays a un énorme retard de développement et en même temps le potentiel il est énorme. D'ailleurs les multinationales qui s'aventurent sur le marché indien finissent par faire faillite parce que la classe moyenne est encore trop petite et que ses habitudes de consommation ne sont pas encore stables. L'un des derniers exemples en date, c'est celui de Ford. Le constructeur automobile a annoncé qu'il allait se retirer du marché indien après avoir accumulé plus de 2 milliards de dollars de dettes. Quelques mois plus tôt, c'était General Motors et Harley Davidson qui annonçaient leur départ. La population indienne a beau être très nombreuse, son marché est encore trop bancal. Vu leurs caractéristiques démographiques similaires, la Chine est la seule puissance avec laquelle une comparaison est réellement pertinente. Jusqu'en 90, le revenu médian était à peu près le même dans les deux pays. Mais depuis, alors que le PIB par habitant de l'Inde n'a réalisé qu'un tout petit x6, celui de la Chine a été multiplié par 40. Pourtant, l'Inde, elle a aussi connu une période de prospérité, relative soit, mais quand même, jusqu'à ce que le pays traverse une très grave crise en 91 qui l'a forcé à réformer son économie pour s'ouvrir au monde. Mais la trajectoire industrielle de l'Inde n'a pas suivi celle des autres économies d'Asie comme le Japon, la Corée du Sud ou la Chine. Le miracle économique indien n'a pas eu lieu. Sauf que, depuis l'année dernière, les analystes sont plus optimistes sur l'avenir de la première démocratie du monde. Les private equities, en français le capital investissement, et les multinationales se sont réintéressés au marché indien. Alors pourquoi cette nouvelle dynamique? Qu'est-ce qui a changé dans l'esprit des grands acteurs économiques de l'international et surtout, est-ce que l'économie indienne va enfin décoller? Une nouvelle cadence. Ça fait vraiment pas longtemps que l'Inde a pris la place du Royaume-Uni en tant que 5e puissance économique mondiale. Au passage, belle revanche de l'Inde sur son ancienne puissance coloniale. Elle est aussi à la 4e position par rapport à la valeur totale de ses sociétés cotées en bourse. Elle est aussi juste derrière les USA et la Chine en nombre de licornes, ces startups qui valent plus d'1 milliard de dollars. Cette année, l'Inde est susceptible de devenir la puissance économique à la croissance la plus rapide. On va vous prendre un exemple. Direction le Tamil Nadu, un état du sud de l'Inde. C'est là que le groupe indien Tata fabrique des composants pour les derniers iPhones. C'est la première fois que l'Inde est intégrée dans l'une des chaînes de valeur les plus sophistiquées du monde. Un signal très positif pour la communauté économique internationale. Je suis fermement convaincu que ce sera la décennie de l'Inde. Natarajan Chandrasekaran, président du groupe Tata. Ces prochaines années, les grandes entreprises indiennes ont prévu d'investir plus de 250 milliards de dollars pour améliorer les capacités de production du pays. Sauf que cet enthousiasme n'est pas partagé par tout le monde. Et en même temps, les indices de développement économique n'ont pas encore bougé. Mais en vrai, il y a 4 facteurs clés qui pourraient permettre à l'Inde de devenir la nouvelle Chine. Le premier, c'est qu'au cours des dernières années, le pays a vu éclore un marché domestique unique. Ça paraît invraisemblable, mais jusqu'à il y a pas longtemps, le marché indien était en réalité fragmenté en de nombreux marchés régionaux. Évidemment, ça a limité la croissance des entreprises vu qu'elles n'ont pas pu réaliser des économies d'échelle. Mais la tendance, elle est en train de s'inverser. Le gouvernement indien a récemment introduit une taxe sur la vente et une réglementation commune à l'ensemble du pays. Les infrastructures publiques sont en cours de modernisation avec une augmentation de 50% de l'ensemble
du réseau routier depuis 2014. Dans l'aviation civile, le nombre de passagers a quasiment doublé et on observe une hausse de 50% du fret aérien. Pareil avec le secteur télécom qui a connu un gros boom ces dernières années. Le résultat, c'est une intégration de plus en plus poussée du marché indien et de ses 1,410 milliard de personnes, même si tous les Indiens n'accèdent pas au grade de consommateur. Les entreprises peuvent enfin réaliser d'énormes économies d'échelle, ce qui booste leur croissance. Ensuite, le deuxième facteur qui ferait de l'Inde la nouvelle Chine, c'est la numérisation par les autorités publiques du système administratif et financier. À partir de l'identification biométrique, l'Inde a développé un système de paiement instantané, le Unified Payment Interface. Les Indiens ont la possibilité de faire de plus en plus de démarches administratives en ligne, ce qui représente un énorme gain d'efficacité, mais surtout, ils peuvent réaliser des paiements sécurisés beaucoup plus rapidement, ce qui est pratique dans un pays avec un faible taux de bancarisation. Du coup, grâce à la numérisation de son économie, l'État gaspille moins de ressources pour verser les aides publiques aux ayants droit. Ça allège la bureaucratie et ça garantit un minimum que les sous arrivent en temps et en heure aux bonnes personnes. Et ouais, moins de risques de fraude. Rien qu'au cours des 36 derniers mois, l'État a versé près de 200 milliards de dollars à 950 millions de personnes. On estime qu'avant la mise en place de ces procédures électroniques, la vaste majorité des fonds n'a jamais atteint les bénéficiaires. C'est la faute à la corruption, au détournement de fonds, mais aussi à la lourdeur de l'appareil bureaucratique. Du coup, cette nouvelle méthode a permis aux ménages indiens de recevoir des aides plus rapidement, ce qui a contribué à la dynamisation de la société. Alors, le troisième facteur clé, c'est la Chine, ou plutôt le ralentissement progressif de son économie. Les spéculations autour du marché immobilier chinois et la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine ont convaincu beaucoup d'entreprises de donner la priorité à l'Inde. Surtout qu'en vrai, les conditions de vie en Chine se sont vachement dégradées à cause de la situation politique et de la stratégie zéro Covid. Du coup, c'est l'Inde qui en profite avec une population jeune, nombreuse et une main-d'œuvre bon marché. Et pour donner du poids à cet argument, le gouvernement indien a lancé un plan de 26 milliards de dollars pour inciter les entreprises étrangères à investir sur le marché indien. Des boîtes comme Samsung et Foxconn ont sauté sur l'occasion pour renforcer leur présence sur le marché indien. Finalement, le dernier gros avantage du marché indien, c'est la diaspora. Rien qu'en 2021, les 30 millions d'Indiens résidant à l'étranger ont envoyé à leurs proches en Inde 90 milliards de dollars. En plus, les Indiens de l'étranger sont relativement bien insérés dans le tissu économique et social de leur pays d'accueil. Le bureau de recensement états-unien a dévoilé que la communauté indienne est le groupe ethnique le plus riche des États-Unis. La moyenne du revenu par ménage de la communauté indienne aux USA est de 120 000 dollars annuels. En plus, l'université de Stanford a publié une étude selon laquelle 9% des fondateurs des 500 plus grosses licornes états-uniennes sont nés en Inde. Des entreprises comme Microsoft, Google, Chanel et Deloitte sont dirigées par des Indiens, eux-mêmes immigrés d'Inde ou issus de la génération suivante. La communauté indienne compte des prix Nobel et même que le nouveau Premier ministre du Royaume-Uni est fils d'immigrés indiens. Tout ça pour dire que les Indiens sont des bosseurs et que la diaspora a du capital à investir dans son pays d'origine. Ils peuvent aussi exercer des pressions politiques sur le gouvernement indien pour réformer la vie économique du pays. L'histoire dira s'ils auront eu envie de soutenir le développement de leur pays ou s'ils auront préféré tourner la situation à leur avantage en maintenant le statu quo. Main-d'œuvre bon marché, conditions de travail pénibles, c'est aussi bon pour les affaires quand tu es un investisseur sans scrupules. Bref, ces 4 facteurs clés qu'on vous a présentés, s'ils sont réunis, devraient permettre à l'Inde d'amorcer sa transition économique. Mais il y a des obstacles. L'autre visage de l'Inde. C'est une chose d'avoir une opportunité et une autre de la saisir. Le pays doit surmonter 4 obstacles majeurs. Déjà, le système éducatif qui est un désastre. Un rapport de 2017 estime que 25% des Indiens entre 14 et 18 ans sont analphabètes. Pareil pour les maths, avec un bon 50% qui n'arrivent pas à faire des calculs basiques. Ensuite, la bureaucratie pèse trop sur l'économie indienne. Les entreprises publiques sont aussi très inefficaces. En fait, selon l'indice de liberté économique, l'Inde se classe qu'à la 131e position. Et puis, il y a la question des comptes publics. La dette représente 90% du PIB. Et ça, c'est le gouvernement central. Si on prend en compte les gouvernements de chaque État, ce serait encore pire. Finalement, un autre obstacle plus inhabituel pour nos démocraties occidentales, c'est l'insertion des femmes sur le marché du travail. Leur taux d'activité est encore plus faible qu'en Arabie Saoudite. Et c'est un cercle vicieux parce qu'en plus du manque à gagner du point de vue macroéconomique, ça impacte aussi le revenu des ménages et donc les habitudes de consommation. Et voilà, vous avez grosso modo les 4 clés de la réussite pour l'Inde et les 4 obstacles qu'elle devra surmonter. Le premier ministre indien, le populiste et nationaliste Narendra Modi, a promis que l'Inde parviendrait à un stade de développement avancé d'ici 25 ans. Toi, t'y crois ou pas? C'est jouable? Est-ce que l'Inde va réussir à amorcer le virage de sa transformation économique? Dis-nous ce que t'en penses dans les commentaires. Prends soin de toi et nous on te dit namasté.